le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon début de week-end à tous et à toutes. Branchez la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale à Jacmel pour le grand journal. Journal François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En Ukraine, si les Occidentaux veulent défaire la Russie, qu'ils essaient. Vladimir Poutine a aussi défié jeudi chez les Occidentaux de défaire la Russie sur le champ de bataille en Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur l'île aux serpents, ce petit territoire de la mer Noire conquis par Moscou au début de la guerre. Mais c'est dans l'est de l'Ukraine que les combats font rage. Après le retrait des Ukrainiens de la ville de Lysychansk, les bombardements russes s'intensifient sur Sloviansk et Kramatorsk, deux villes que Moscou espère prendre pour conquérir l'ensemble du Donbass. Une frappe sur Kramatorsk a fait un mort et plusieurs blessés ce jeudi, laissant un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles d'habitation. De son côté, le président russe a mis ce jeudi les pays occidentaux au défi de défaire la Russie. Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Eh bien, que dire ? Qu'ils essayent, a lancé le président russe lors d'une réunion avec les chefs des groupes de la Chambre basse du Parlement, retransmise à la télévision. Ce jeudi, les présidents polonais et lituaniens se sont rendus pour leur part dans la région du corridor de Suwałki qui s'étend le long de la frontière entre les deux pays. Cet endroit est considéré comme la zone la plus fragile de l'OTAN car elle sépare le Bélarus de l'exclave de Kaliningrad, une bande de terre de 85 km qui, si elle était conquise par les forces russes, couperait les pays baltes d'une frontière terrestre avec l'UE. Nous comprenons que cette région peut faire l'objet d'une attention particulière de la part d'un pays agresseur, a déclaré le président lituanien, qui a salué avec son homologue polonais la décision de l'OTAN de renforcer le flanc est de l'Alliance. Direction le pays du soleil levant, le Japon. L'émotion est énorme depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, vendredi 8 juillet au matin, par un inconnu interpellé qui a ouvert le feu sur lui en plein meeting politique dans une ville de province. Shinzo Abe avait dirigé le gouvernement nippon pendant 10 ans, jusqu'en 2020. Voici l'analyse de Pierre-Étienne de Lazer, rédacteur en chef de Japon Info, à l'émission de ce aujourd'hui. Pierre-Étienne de Lazer, rédacteur en chef de Japon Info. Cet événement surprendrait n'importe où au monde, mais plus encore au Japon. Oui, bonjour, tout à fait. Le Japon n'est pas habitué à ce genre d'attaque, et en particulier par arme à feu. Généralement, les armes à feu sont plus utilisées par le crime organisé, et dans le cas d'attaques contre des populations, c'est surtout des armes blanches. Et là, c'est encore plus surprenant puisque c'est contre une personnalité politique de premier plan, donc l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Et donc cela reste assez rare. Oui. On peut se souvenir qu'en 2007, c'est le maire de Nagasaki, Ichiro Ito, qui avait été assassiné par balle par le crime organisé. Mais là, cette attaque rappelle plus le meurtre de Inejiro Asanuma, donc chef du Parti socialiste japonais, qui avait été poignardé lors d'un débat télévisé en 1960. Le fait que l'auteur des coups de feu soit un ancien militaire, là aussi, ça a de quoi interroger. Oui, puisqu'on sait que Shinzo Abe a essayé de renforcer les forces de défense japonaises et de leur fournir un cadre plus large d'intervention. Oui, c'est illustré par des politiques, disons, d'inspiration nationaliste, une approche aussi des capacités militaires dans un sens plus offensif.
C'est ça, oui. Il voulait revenir sur l'article 9 de la Constitution qui faisait du Japon un pays pacifiste et qui permettait l'usage des forces de défense uniquement pour la défense du pays. Mais en revenant là-dessus, il a opté pour une défense proactive qui permettrait d'envoyer les forces de défense aider des armées alliées hors du Japon. Shinzo Abe laisse une empreinte par cette politique. On lui doit aussi des politiques militaires de relance, des politiques monétaires de relance très agressives et peu orthodoxes, baptisées Abenomics. Oui, alors ces Abenomics, il souhaitait par ces mesures donc, intervenir sur la monnaie japonaise et permettre de relancer également l'économie avec de gros investissements et de grosses dépenses. Il continuait, Shinzo Abe, même après son départ du pouvoir et sa longévité exceptionnelle, d'exercer un magistère sur son camp, la droite japonaise. Oui, il était toujours très influent dans le cercle politique, même s'il n'était plus sur le devant de la scène. Mais avec près de 9 ans au pouvoir au Japon, donc comme vous l'avez dit, c'est ce qui est un record, il avait encore pas mal d'influence et même le Premier ministre actuel, Fumio Kishida, l'a consulté à plusieurs reprises pour sa politique. Merci Pierre-Étienne Delazer, voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à vous. À la fois des circonstances, bien sûr, de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, également de son bilan. Direction la Tunisie, nouvelle manifestation contre le projet de constitution. Environ 200 personnes se sont réunies hier jeudi à Tunis pour contester le référendum sur la nouvelle constitution. Voici un reportage signé Africa News. Vive tension à Tunis ce jeudi où environ 200 personnes ont tenté d'accéder au bureau de la commission électorale pour protester contre le référendum sur la Constitution. L'opposition ainsi qu'une trentaine d'ONG dénoncent l'initiative du président Kais Saied qui détient les pleins pouvoirs depuis 1 an. Son projet de constitution devrait normalement être adopté par le Parlement. Le Parlement ne votera pas sur le texte, le président l'a rédigé seul et il contient des erreurs. Le texte prévoit la mise en place d'un régime présidentiel qui tranche avec le système parlementaire en vigueur dans le pays depuis 2014. Un renforcement de l'exécutif qui fait craindre aux opposants un basculement vers un régime dictatorial. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda, l'une des principales forces politiques du pays, a notamment appelé au boycott du scrutin prévu pour le 25 juillet. Parlons du dossier Mediapart en France. Un tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le 6 juillet sa décision de condamner l'État pour avoir porté atteinte à la liberté d'expression et au sucré des sauces lors de la tentative de perquisition en 2019. Dès le cours de Mediapart, suite aux révélations sur l'affaire Benalla, l'État devrait verser au site d'investigation en euros symboliques en réparation ainsi que 10 000 euros en application de l'article 700 du Code civil. Voici un reportage signé RT. L'État condamné pour avoir porté atteinte à la liberté d'expression et au secret des sources, c'est la décision du tribunal judiciaire de Nanterre de ce 6 juillet. En cause, la tentative de perquisition menée en 2019 dans les locaux de Mediapart dans le cadre de l'affaire Benalla. L'État devra verser au site d'investigation 1 euro symbolique en réparation intégrale de son préjudice, auquel s'ajoutent 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La perquisition litigieuse n'était ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée à l'objectif poursuivi, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté de la presse. Cette perquisition constituait donc une ingérence dans la liberté d'expression, d'autant plus sérieuse qu'un risque d'atteinte au secret des sources ne peut se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles. Le 2 février 2019, le parquet de Paris, après avoir ouvert une enquête notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée, tente de perquisitionner les locaux de Mediapart. 3 jours plus tôt, le site d'investigation avait publié une conversation du 26 juillet 2019 entre Alexandre Benalla, ancien conseiller du président Macron, et Vincent Kras, ancien employé de LREM,
4 jours après leur mise en examen pour des violences sur des manifestants à Paris le 1er mai 2018. Conversation en violation de leur contrôle judiciaire qui leur interdisait de communiquer entre eux. Perquisition empêchée in extremis par la direction du site d'investigation. La justice reconnaît aujourd'hui que le secret des sources est indispensable à l'exercice du journalisme. Mediapart tient à l'importance de la révélation de faits susceptibles de devenir ce qu'il est convenu d'appeler des affaires politiques dans son modèle économique. Cette pratique du journalisme l'expose à plus de mesures coercitives que d'autres médias ne pratiquant pas ou peu l'investigation. Alors que ce média est financé par ses abonnés, ses ressources reposent sur la qualité et la portée des enquêtes qu'elle publie et, partant sur son aptitude à assurer ses sources, sans lesquelles ces révélations, à les supposer possibles, perdraient significativement en intérêt, qu'elle est à même de garantir leur anonymat. Sur la toile, plusieurs voix s'élèvent, à commencer par celle du patron de Mediapart, pour saluer cette décision de justice qui préserve la liberté de la presse. Ce jugement dit que cette tentative de perquisition était un acte coercitif, violent, illégal, qui cherchait non seulement à porter atteinte à Mediapart, à sa réputation, à son image, mais également à connaître les sources de Mediapart, à obtenir des documents permettant de les identifier, permettant de nuire à la liberté d'informer. Affaire Benalla, l'État condamné pour la perquisition illégale menée chez Mediapart. Décision historique, nos Pentagon Papers français. La liberté de la presse est préservée, bravo. L'État français a été condamné pour avoir essayé de faire une perquisition chez Mediapart suite aux révélations dans l'affaire Benalla. Tous les agissements autoritaristes de ce gouvernement de la honte sont faits en notre nom. C'est ça que tout le monde doit comprendre. Une victoire symbolique pour Mediapart, mais une décision fondamentale pour le libre exercice du journalisme et la préservation de la pluralité d'opinion. Zone sur la guerre en Ukraine, à l'émission En Air. Est-ce que les violences ne s'accordent pas en Occident? L'hypocratie, cause profonde de l'effondrement irréversible de l'Empire occidental. Écoutons un extrait de l'émission. J'ai toujours l'impression de parler à des gens qui pensent que tout a commencé il y a 3 mois, quoi. Non, c'est... prenez un exemple idiot, monsieur Jospin décide d'arrêter tous les efforts qu'on faisait sur la recherche nucléaire. Ça devait être en 1997 ou 1998, je ne me souviens plus très bien, pour faire plaisir aux écologiques. Eh ben, croyez-le ou pas, c'est en 2022 qu'on paye le prix. C'est-à-dire cette immense erreur de Jospin, c'est maintenant qu'on va en payer le prix. Et on va continuer à le payer pendant un bon bout de temps. Bon, il va falloir, si on voulait le rattraper, il va falloir mettre au moins 10 ans d'efforts pour essayer de se retrouver là où on était avant qu'il fasse cette imbécilité. C'est ça. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est l'espèce de... de temps qu'il faut entre une décision imbécile, et parfois elle n'a pas d'effet néfaste tout de suite, mais vous la voyez, regardez quand Madame Merkel a décidé sur un coup de panique à cause de Fukushima au Japon de fermer tous les réacteurs nucléaires en Allemagne, mais ça a profondément changé tout l'équilibre énergétique mondial. Il y a 40 ou 50 ans, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui essayaient de créer en laboratoire les conditions de la vie. Vous savez, on avait été, je sais pas quoi, des températures, du soufre, j'en sais rien. Et on n'y est jamais arrivé. On est beaucoup plus loin de recréer artificiellement la vie qu'on ne l'a jamais été aujourd'hui. C'est un truc, on n'y comprend rien, quoi. Et donc, on intervient dans cette histoire de création de la vie. On sait pas. On sait très peu de choses. On sait très peu de choses et on n'est jamais d'accord. Et en plus, on est là. Et puis alors, je sais pas, mais moi, il doit y avoir d'autres. Puisqu'il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, mais en fait qui n'ont pas forcément lieu d'être, puisque typiquement il y a un argument qui est très souvent avancé par la gauche, par les démocrates, c'est mon corps, mon choix, les droits de la femme, etc. Sauf que en face, le conservateur va estimer que justement il ne s'agit pas de son corps, mais de celui de l'enfant qu'elle porte. Et donc on doit considérer que c'est un enfant, que c'est un être vivant. Ensuite, à partir de quel moment l'est-il? À partir de quel moment, voilà. Est-ce qu'il y a une rupture? Avant c'est pas un enfant, puis après le lendemain ça l'est.
Tout ça, on n'en sait strict rien. Donc je trouve tous les gens qui ont beaucoup d'autres qui racontent des choses avec beaucoup d'autorité sur ça. La seule chose que je sache, c'est que le féminisme qui a été beaucoup derrière ça a eu quand même une première vague qui a été tout à fait anti-masculine, surtout aux États-Unis. Et là, il me semble que le féminisme aux États-Unis est en train d'arriver dans quelque chose de nouveau, qui est l'anti-procréation. C'est-à-dire que les féministes, aujourd'hui aux États-Unis, non seulement elles n'aiment pas les hommes, mais elles n'aiment pas les bébés non plus. Et voilà, c'est l'heure de clore la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Ehrlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo, Boston 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Jacmel 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end, accompagné de la radio. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.